Oui, bonjour tout le monde, bonjour Alexandra, puis merci à Valores pour nous accueillir ici pour le forum Terre à Terre. Donc, moi, je suis Clément Mousset, je suis coordonnateur de la coopérative Zest Nord-Est et je vais partager mon écran tout de suite pour vous montrer qu'est-ce que la coopérative. Hop, je reviens au début. Alors, la coopérative Zest Nord-Est. Donc, c'est une coopérative, si vous voulez, qui a but non lucratif et qui veut rassembler les producteurs, les transformateurs, puis les distributeurs, ainsi que toute la communauté, donc les consommateurs, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire avancer l'autonomie alimentaire, puis la souveraineté alimentaire localement dans le nord et le nord-est de la province. Donc nous, nos missions, c'est on veut offrir aux citoyens et aux organisations une gamme de produits locaux, promouvoir ces produits et coordonner la collaboration entre tous nos membres, donc producteurs, transformateurs, consommateurs et distributeurs, et permettre une meilleure accessibilité des produits locaux. La coopérative, c'est pour l'instant, c'est une coopérative qui a été créée en 2018, qui était active plutôt en 2019, commençait à être active en 2019. C'est donc pour l'instant 13 membres producteurs et transformateurs. On a des maraîchers, des éleveurs, un brasseur, puis des acériculteurs. On a 2 membres distributeurs qui sont des marchés publics pour l'instant et 32 membres consommateurs qui sont un peu partout dans le nord-est. Nos objectifs principaux, ça va être la souveraineté alimentaire, donc appuyer une économie locale pour faire avancer cela. On va vouloir promouvoir et faciliter l'achat de produits locaux. Et on veut vraiment offrir une visibilité donc, aux producteurs du Nord-Est par l'entremise d'une promotion, faire des vidéos, apporter sur notre site web qu'est-ce que font les producteurs, faire de la publicité sur les réseaux sociaux, faire des événements. Enfin, c'est ça, promouvoir nos producteurs locaux. On va permettre aussi une collaboration locale, pardon. Donc, c'est coordonner la collaboration entre les différents niveaux de membres et pour améliorer la distribution de l'accessibilité des produits locaux. Et on veut soutenir, comme j'ai dit tout à l'heure, une économie locale pour que les profits, donc l'argent, restent dans la région. Des exemples d'actions qu'on a menées avec la coopérative, c'est des événements, par exemple le défi manger local, où c'était vraiment proposé à la communauté, donc aux consommateurs, de consommer le plus d'aliments possible pendant une semaine. Puis le but, c'est vraiment sensibiliser la population à montrer l'importance de la consommation locale pour que le consommateur aille voir les producteurs directement ou aille à son marché local ou qu'il trouve une façon de consommer le plus localement possible. On a fait des capsules vidéo pour promouvoir nos producteurs. Donc ça a été fait cet été puis l'été dernier. C'est ça, on était sur les différentes fermes de nos producteurs locaux qui étaient dans la péninsule, la plupart, ou la ferme Terre Partagée qui était un peu plus dans le sud, mais qui reste vraiment rattachée au nord-est. Et ces vidéos ont été diffusées sur le réseau social Facebook et ça a vraiment très bien fonctionné. Il y a eu beaucoup d'échanges par rapport à ces vidéos-là. Donc ça reste une promotion qu'on voulait faire à nos producteurs pour amener les consommateurs à aller vers cette économie-là. Ensuite, on a créé une boutique en ligne aussi, c'est toujours pour accentuer l'accessibilité des produits locaux et surtout en temps de pandémie. En fait, ça a été créé en 2019 pendant la Covid, là où certains marchés étaient fermés. Ça a permis aux consommateurs d'acheter des produits en ligne, puis d'aller récupérer ces produits-là dans des lieux ou au marché directement, mais juste en pick-up. En fait, ils arrivaient avec leur voiture, on leur donnait leur panier et puis ils repartaient chez eux. Donc, on a continué ça cette année et puis on sera peut-être amené à le refaire encore l'année prochaine. Et puis ensuite, on fait des choses comme des services aux membres, c'est-à-dire que la coopérative a plusieurs membres et puis on va créer
des partenariats, si vous voulez, avec des entreprises locales. Et puis, on va essayer d'offrir des rabais, des discounts sur certains services et certains produits de nos partenaires, toujours dans le but de garder l'argent ici dans la communauté, donc dans la région. Je vais donner un petit exemple pour finir de comment appuyer une économie locale. Pardon. Ici, à gauche, on a la communauté. Nous, ce qu'on va faire avec la coopérative, c'est qu'on va faire de la promotion, des événements, puis de la sensibilisation sur la consommation locale. La communauté va acheter des produits locaux aux producteurs. Et là, si le producteur, par exemple, il appartient à un marché public, il va payer chaque mois un abonnement au marché. Puis les marchés publics ensuite vont garder une partie de cet argent pour proposer des activités ou des événements à la communauté. Il y a autre chose aussi, c'est que les producteurs, avec nos services, nos partenariats, puis les services qu'on fait de rabais, ils vont aller acheter ou vendre du matériel ou demander du service aux entreprises locales, ce qui fait qu'on va garder aussi l'argent ici dans la communauté. Voilà, c'est un petit exemple. Je pense qu'il y a d'autres exemples qui peuvent montrer, entre parenthèses, une économie circulaire par rapport à la coopérative. Donc voilà, merci. J'espère que ça a été clair pour vous. Et, je vous donne le site web de la coopérative, c'est zestne.ca, si vous voulez voir qu'est-ce qu'on fait. Si vous voulez me contacter ou contacter une personne de la coopérative, l'adresse email est ici. Et puis, on a un Facebook aussi, si vous voulez plus de détails. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis, encore merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde, merci. Donc, moi, c'est Erin. Je suis copropriétaire de la ferme L'Hirondelle dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Puis, aujourd'hui, je représente aussi l'Union nationale des fermiers du Nouveau-Brunswick. Donc, moi, ce que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est j'aimerais parler comme de la façon dont les petites entreprises et les moyennes fermes du Nouveau-Brunswick peuvent être comme la clé d'une autonomie alimentaire durable. Et puis aussi, comme représentant l'Union nationale des fermiers du Nouveau-Brunswick, c'est aussi important de dire que quand on regarde notre industrie agricole, non seulement qu'on la regarde du point de vue d'économie circulaire et d'aider nos économies locales, mais aussi d'un point de vue de justice sociale. Donc, non seulement la justice sociale pour les droits des fermiers de se faire une vie, mais aussi pour le monde dans nos communautés qui n'ont pas accès à de la nourriture de qualité. Donc ça, c'est une autre partie qu'on veut prendre en tête quand on regarde les solutions, comme on est en train de parler aujourd'hui. Donc, donc, ce que j'aimerais prendre, c'est, on va parler de ça en prenant la perspective de l'économie financière locale, parce que je trouve, quand on parle d'économie circulaire, il faut toujours se demander, bien sûr, d'où viennent les ressources et où vont les ressources, mais c'est pareil avec notre argent. Donc, il faut se demander où est-ce que l'argent va. En traçant l'argent, on peut trouver des solutions, je trouve. Donc, l'idée, je crois que pas mal, le monde le sait déjà, mais pour chaque dollar dépensé localement, on est en train d'ajouter 3 dollars à l'économie locale. Donc ça, c'est énorme parce que si on fait la comparaison entre les autres façons dans notre économie qu'on dépense l'argent, on sait que la majorité de l'argent va à Costco, Sobeys et les Loblaws, et on sait que très peu de l'argent retourne à la communauté. Et puis souvent, quand elle retourne à la communauté, elle est retournée dans un salaire minimum pour quelqu'un qui les vend à l'épicerie. Donc ça, ce n'est pas une solution long terme. Donc, c'est ça. Et ce que j'aimerais faire, c'est juste utiliser un exemple. Donc, je sais qu'on est tout le temps en train de parler de quoi ce qui se passe dans le sud-est du Nouveau-Brunswick ou dans le sud, patati patata. Je sais que dans le nord et surtout dans la péninsule, vous êtes vraiment débrouillard et vous êtes capable de faire bouger du stuff vous-même. So,
Je ne suis pas là pour parler des beaux trucs qui sont en train de se passer dans le Sud. Je suis en train de parler d'idées, de trucs qu'on a essayés. Et vraiment, dans notre discussion, j'ai envie de parler du point de vue de l'économie locale. Je sais qu'on n'aime pas en parler, mais le marché noir et comment survivre en tant que communauté dans un marché qui n'est pas ouvert aux produits locaux. Donc, l'exemple, c'est au début de la pandémie, dès qu'on commence à se demander où va venir notre nourriture, on s'inquiétait de choses de sécurité alimentaire que d'habitude, dans le gouvernement, on ne s'inquiète pas trop. Donc, nous, tout de suite, un groupe de petits fermiers dans le sud du Nouveau-Brunswick, on s'est dit, ben, faudrait qu'on se trouve une façon de montrer, de montrer notre résilience. Parce qu'un grand producteur, au début de la pandémie, ne savait pas s'ils allaient avoir un marché. Donc, pourquoi planter, ce qui est un très grand investissement, quand tu sais qu'il n'y a peut-être pas un marché? Donc, ils étaient hésitants de planter. On est en mars. Puis, en tant que petit producteur, on a pu dire, hey, nous autres, on est petits, mais on serait capable de doubler notre production tout de suite, parce c'est ça qu'on fait déjà, on commence à semer en mars et en mai, et on serait capable d'avoir de la bouffe en juin déjà. Puis c'est une belle idée. Puis nous, notre plus grande limite, on s'est dit, ben, c'est la main-d'œuvre. Donc on s'est dit, s'il y a tout plein de monde qui vont perdre leur travail et qui vont déjà être sur du CERB, ben, investissez dans nous. Et on a fait une proposition qui est allée à Blaine Higgs et son cabinet. On a pu leur donner une idée, un pitch où on disait, pour chaque employé que vous êtes capable de nous donner, donc de nous donner payer 10 pièces de l'heure par employé, nous, on serait capable de produire X nombre de légumes. Et puis, on avait mis ça en valeur et puis on avait pu montrer qu'on pouvait tripler leur investissement. Si tu nous donnes 10 pièces à l'heure, nous, on va pouvoir vous revendre 3 fois plus de valeur dans la communauté. Puis, ils n'ont pas aimé l'idée parce que c'était une solution. Ils voulaient des solutions court terme et ils disaient que c'était trop long terme. Donc, on n'a pas abandonné cette idée. Ce qu'on a fait, on a parlé avec la Banque alimentaire, mais eux autres avaient de l'argent du gouvernement pour l'urgence de la COVID. Ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a dit, bien sûr, maintenant, on est déjà arrivé dans le mois de juin, c'est trop tard, parce que ça a pris tellement longtemps à faire passer notre demande. C'est ce qu'on a fait avec la Banque alimentaire. Toutes les fermes, on s'est mis ensemble, on s'est décidé, on a dit, on peut vous garantir un certain nombre de fruits et de légumes chaque semaine pour le reste de l'année. Puis eux autres, ils avaient l'argent pour nous payer tout de suite. Donc, on a dit, entre 5 fermes, on va être capable, juste avec notre surplus, on va être capable de produire 40 000 pièces de légumes. En échange, la Banque alimentaire nous a donné 40 000 pièces tout de suite, nous a permis d'investir tout de suite, payer de la main-d'œuvre, on a pu bouger tout de suite, s'organiser tout de suite. On a pris cet argent et puis pendant le reste de l'année, on leur garantissait X nombre de légumes et puis le prix était déjà payé, donc ils n'avaient pas besoin de s'inquiéter de la montée ou de la baisse des prix. Et puis l'autre truc, il y avait des gros avantages pour la banque alimentaire parce que les légumes étaient récoltés dans les dernières 24 heures avant d'arriver à la banque alimentaire. Donc, ça fait que c'était super frais, ça durait beaucoup plus longtemps. Ils étaient étonnés que ça restait pour 2 semaines encore bon. Il y avait beaucoup moins de paperasse. Ils n'avaient pas besoin de faire des achats, des livraisons, des trucs comme ça. Ils n'avaient pas besoin de commander ou chercher pour la nourriture fraîche. C'était la responsabilité du fermier. Donc, nous, si on n'avait pas de carottes, ben, il fallait qu'on se démerde à trouver des carottes. C'était notre problème. Donc, entre nous, on faisait des échanges avec d'autres producteurs et on a toujours pu leur donner ce qu'ils voulaient. On a toujours pu, même s'il y avait une mauvaise récolte, on a quand même pu trouver les produits et les livrer à la banque alimentaire. Donc, on est dans notre 2e année. L'année dernière, on l'a fait ça encore. Et c'est un projet qu'on est en train de regarder au long terme et on est aussi en train de penser à l'agrandir. Donc, ça, c'était juste un pitch d'idées. Bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Moi, je suis un vieux de la vieille, comme on dit. Ça fait plus de 40 ans que je suis en affaires, en agriculture. Puis, mon petit discours va plus porter sur qu'est-ce que j'ai fait dans mon entreprise pour
essayer de faire une économie circulaire. Là. Ça fait, pour commencer, une grande partie de mon entreprise fut bâtie avec des matériaux recyclés. Quand j'ai débuté en 81, j'ai fait l'achat d'anciennes serres qui étaient à Coteau Road. Donc, ces serres-là ont été déménagées chez nous, ainsi qu'un bâtiment qui servait à l'entreposage de légumes, ce qui aujourd'hui qui est mon magasin. Puis, l'entrepôt qui existe aujourd'hui chez nous, c'était une ancienne grange qui avait appartenu à un zoo qui était sur l'île ici à la Mecque. Ça fait déjà en partant, j'allais chercher des produits, des choses qui avaient été, au lieu d'être démolies, que j'ai réussi à recycler. La production de légumes, de serre et de champs, au début suivie par l'ouverture d'un centre de jardin, ça c'est la façon que mon entreprise a commencé. Là. On faisait surtout des légumes de serre, puis en l'an 2000, dû à la difficulté de vendre nos produits dans nos magasins locaux puis les grandes surfaces, on a dû changer notre optique, puis orienter l'entreprise plus vers la production et la vente locale à la ferme. On fait aussi depuis près de 35 ans une production de fraises pour la libre cueillette. Au niveau respect de l'environnement, nous, dans nos productions, on utilise les jachères avec engrais verts. Tout cela pour essayer de minimiser l'apport de pesticides parce que, bien sûr, même si on a essayé déjà à faire que du bio, ça n'a pas toujours fonctionné. Nous, quand on a commencé au début, là, il n'y avait pas beaucoup de monde pour nous aider pour essayer de faire du bio. Là. Il n'y avait pas de conseillers comme aujourd'hui qui étaient reliés à ça. On utilise beaucoup de fumier, du compost, de la tourbe, des amendements lorsqu'ils sont disponibles. J'achète chaque année peut-être pour 3 à 4 000 j'achète. J'ai le fumier gratuitement, mais ça me coûte tellement cher de transport pour l'amener dans mes champs que ça me coûte près de 3 500 à 4 000 par année juste pour amener le fumier dans mes champs. Les déchets de culture sont enfouis. Puis, mes rotations sont de 4 ans. Donc, ce que je veux dire des rotations de 4 ans, c'est que, admettons que moi, je fais un labour de mes champs de fraises, ben, je n'aurai pas d'autres fraises qui vont revenir dans ce champ-là avant 4 ans. Puis, dans les 4 ans de rotation, à chaque année, je change de production. Ça fait, je minimise les insectes, les maladies, etc. en faisant ça. Ça fait déjà là, j'ai un certain contrôle sur tout ce qui est nuisible. La production, toute la production de serre, nous autres, est faite sur tapis inondant depuis déjà plus de 20 ans. Le tapis inondant, lui, à ce qui sert, c'est l'eau et les engrais sont dans le tapis, puis les plantes vont se nourrir par la base. Tandis qu'au début de notre production, on arrosait sur des tables qui étaient en bois, ça fait toute l'eau, les engrais étaient perdus. On était conscient que ça n'avait juste pas de bon sens de la manière qu'on produisait parce que il reste on est sur une île, puis consciemment, on se disait, ça ne peut pas qu'on peut être quelqu'un qui va nuire à la nappe phréatique ou des choses comme ça. Ça fait, après des recherches, on a trouvé un producteur qui faisait des tapis inondants. Aujourd'hui, dans nos serres, toutes nos serres de production sont équipées de tapis inondants. Puis, jusqu'à l'an passé, la section pépinière, si on peut s'exprimer comme tel, là, où est-ce qu'on vendait des arbustes, des vivaces, sont toutes sur tapis inondants aussi. Ça fait, vous pouvez vous imaginer la quantité d'eau et la quantité d'éléments nutritifs qu'on a sauvés, là, que ces éléments-là ne sont pas lessivés vers les nappes phréatiques de notre île.
tous les déchets végétaux sur la ferme sont tous recyclés, sont tous compostés. Donc, tous les légumes invendus, les déchets des tailles dans les serres, des fruits, des légumes, tout ça, lorsqu'on nettoie nos serres, tout est mis en tas en arrière dans un de mes champs. Puis, je ramasse aussi les rognures de gazon, tout ce qui peut être recyclé. Puis, avec les apports de fumier, j'ai deux fermes où je peux me procurer, j'ai même 3 fermes où je peux me procurer du fumier de cheval. Puis, je fais un mélange de tout ça. Puis, qui fait que je dois faire environ, c'est difficile à dire, des années, on 200 et 300 verges cubes de compost par année, là, que je réutilise après ça, soit pour la vente en vrac, pour ceux qui veulent faire soit de l'aménagement ou dans le jardin, ou moi, lorsqu'il m'en reste, que je l'utilise aussi pour faire ma production dans mes champs puis dans les serres. Même sur la serre, sur l'entreprise ici, il n'y a rien de gaspillé. Ça fait 40 ans que je suis là. Ça fait 40 ans qu'il n'y a pas un morceau de bois de jeté. Tout le bois est recyclé. Puis quand il ne peut plus être recyclé, un 2x4 qui ne peut plus être recyclé, ben je le brûle pour chauffer mes serres. C'est là qu'il finit. Mais il n'y a rien de jeté à moins que... oui, depuis 2 ans, il y a des choses qui sont jetées. Les cartons. Parce que je ne peux pas m'entendre avec les boueurs, là, ceux qui ramassent. Ils me chargent beaucoup trop cher maintenant pour venir chercher mes cartons. Donc, les cartons sont jetés à la poubelle maintenant. Mais jusqu'à 2 ans passés, les cartons avaient toujours été tout recyclés au complet. Salut, merci Alexandra. Salut tout le monde. Mon nom c'est Brian Legère, je suis de la ferme Nicale. On a été à Pocmouche depuis 2016, c'était quand on a commencé nos jardins. Et puis là, on est en transition à Paquetteville pour aller sur la terre de mon arrière-arrière-grand-père. La ferme Nicale, nous autres, qu'est-ce qui est notre mission dans le fond? C'est produire des légumes de qualité pour notre communauté, puis aussi montrer un exemple que c'est possible de faire de l'agriculture, gagner ta vie avec ça, puis de le faire avec intégrité pour la communauté puis l'environnement en général. C'est ça, dans le fond, nous autres, on fait une production bio-intensive, si vous voulez. C'est nos productions de légumes, c'est vraiment varié. On a plusieurs sortes de légumes, puis on essaye de faire ça sur des planches de 30 pouces. C'est plus entassé, si on veut. C'est là qu'on va chercher de l'intensité, qu'on peut produire beaucoup sur une surface moindre. Puis aussi, à Pocmouche, on a produit des animaux, on a produit des coqs à chair, on avait 200 pendeuses. L'année passée, on avait 20 cochons de race ancestrale en pâturage dans la forêt. Mais ça, c'est des challenges que, en tout cas, il va falloir qu'on révise, puis que ça va venir dans le futur à Paquetteville, vu qu'à Paquetteville, on est dans le cœur de la communauté. Ça fait que là, on va starter à établir les jardins. On va avoir l'entreprise d'apiculture, puis de champignons en bûche, les shiitakes surtout, puis aussi cueillette de champignons sauvages dans la moitié de notre terrain qui est une forêt. Puis en termes d'animaux, ben c'est ça, on va voir ce que ça va être. Il faut qu'on travaille avec la municipalité puis tout ça. Parce que là, la réalité, qu'est-ce qu'elle est. Mais en termes d'économie circulaire, comme que Eugène parlait, je crois qu'il n'y a pas plus un bel exemple qu'une ferme ou une entreprise agricole comme possibilité d'économie circulaire parce que tout peut être recyclé, que tu as des animaux ou pas, mais si tu as des animaux, ben, c'est encore, je pense, plus facile
puis bénéfique à ton économie circulaire. Puis, tu sais, une ferme, ça peut devenir presque un site de recyclage, si on veut, parce que tout ce qui est matière organique, tu peux trouver une façon de le réutiliser. Je sais que nous autres, qu'est-ce que c'est qu'on prend comme intrant puis qui peut entrer dans l'économie circulaire, c'est le compost marin. C'est sûr qu'on aimerait avoir quelqu'un qui en ferait un de super bonne qualité, mais qu'est-ce qu'on a tout de suite? Tu vois que les nutriments sont là, mais aussi c'est overloadé de semences d'herbes indésirables. Ça fait que c'est ça qui est décevant. Le monsieur qui a l'entreprise de trucking, lui, il ramasse les résidus de tourbière, les résidus de poissonnerie, puis il mixe ensemble, puis 4 ans après, il le vend. Mais c'est pas brassé, c'est pas amené à la température que tu as besoin pour éliminer les semences. Puis c'est pas recouvert, ça fait qu'il y a plein d'herbes indésirables qui poussent dessus puis qui font plein de semences. Ça fait que si quelqu'un serait willing puis partant pour faire du bon compost, je suis sûr qu'on pourrait produire plein de beaux légumes dans la péninsule avec ça. Puis je crois qu'il ne manque pas de matière première en termes de ça parce qu'on cause des tourbières et des poissonneries. Je pense que c'est pas mal ça pour ma pitch. Ah, un autre chose d'économie circulaire qu'on avait approché, c'était les entreprises qui font l'émondage des arbres en bordure de route. Parce que nous autres, le copeau de bois, c'est comme une des meilleures choses qu'on pourrait utiliser pour nos jardins en termes de paysage ou aussi juste comme en termes pour amener le carbone dans le sol comme matière organique, comme nourriture pour les champignons dans le sol. Mais là, ils ne font plus de copeaux de bois. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent juste les branches, puis ils vont dumper ça, puis that's it. C'est enfoui ou juste dumper de même. Ça fait que c'est ça. Puis nous autres, on n'est pas CTA pour accueillir toutes les branches, puis chipper ça pour se faire du copeau de bois, mais ça, c'est une autre avenue, puis c'est une autre source de matière organique qu'on aimerait bien utiliser.